Donc, bienvenue à cette première conférence de la série des grands entretiens qu'on a appelé les grands entretiens du Smart Aménagement, mais je vous expliquerai, c'est un peu plus large que ça. Merci en tout cas de vous être connecté à cette première session des grands témoins de la Smart Aménagement et Smart City. Et Gwenaëlle, je te laisse le soin de présenter notre premier invité, David Berthiaud. Alors, merci beaucoup, Alain. Donc, bonjour à toutes et tous. Oui, je suis ravie d'introduire cette superbe initiative qu'a eue l'agglomération de La Rochelle. Et donc, David Berthiaud va nous la présenter. En fait, il est directeur de la transformation numérique. Et donc, c'est un sacré titre dont il va sans doute nous faire aussi les commentaires, la genèse à la fois du projet et puis de sa fonction, forcément, parce que c'est un grand animateur. Je l'ai vu à Beboost, puisque La Rochelle a fait une organisation très officielle de lancement de cette plateforme. Donc, je pense qu'il en parlera tout à l'heure. Et donc, je disais que c'était une initiative très innovante, mais je dirais aussi très inspirante. Et c'est l'intérêt de démarrer, si je puis dire, cette année de conférence au cœur de la SBA, de démarrer par quelqu'un qui a plein de choses à raconter et qui, je pense, donnera envie peut-être à certains d'entre vous, en tout cas, j'espère le plus grand nombre, et de s'immerger dans cette transformation numérique qui peut-être a commencé, on va dire, peu ou prou grâce au Covid et qui, je pense, s'infiltre dans nos métiers. Et c'est à point nommé que ces grands entretiens de l'aménagement arrivent parce qu'il faut montrer des exemples, il faut être convaincant, pédagogue et donner envie. Et en fait, je pense que David Berthiaud saura très bien le faire pendant ces 45 minutes. En tout cas, merci beaucoup, David, d'avoir accepté de participer à cette première séance. Et puis, voilà, je vous, comme on dit, je vous passe le micro et la vidéo. À tout de suite. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis effectivement directeur de la transformation numérique au sein de la ville et de l'agglomération de La Rochelle. J'étais auparavant en fait DSI de la ville depuis déjà quelques années. Puis donc cette nouvelle direction a été créée pour marquer notamment finalement la prééminence quelque part aussi des usages, peut-être par rapport aux technologies. On est sur un changement aussi d'époque et de perception finalement dans ce domaine. Et cette direction de la transformation numérique travaille notamment à l'accompagnement des usages numériques, à la transformation des métiers. Et donc, on a un certain nombre de missions, quelque part aussi un peu prioritaires, qui se dégagent, notamment autour de la donnée. Alors, on a appelé ça, et d'autres territoires appellent ça aussi comme cela, c'est la gouvernance de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de mettre en circulation les données du territoire, c'est-à-dire pas uniquement les données que nous, on possède nous, mais aussi de récupérer et de faire en sorte que les acteurs du territoire partagent leurs données, notamment pour un objectif qui est le projet de territoire que je vais vous présenter là dans quelques minutes, pour lequel effectivement on a été notamment lauréat d'un appel à projet. Alors je vais partager mon écran pour suivre notamment un support. On a prévu effectivement bien évidemment qu'il y ait un échange et des questions-réponses autour de cette présentation. On a plutôt prévu effectivement que ce soit en fin de réunion. Donc, n'hésitez pas, peut-être même si vous avez une question, peut-être à la poser dans le chat. Et puis, on pourra comme ça les passer en revue. Ou alors, effectivement, gardez-la pour la fin de la présentation pour qu'on puisse y répondre. Hop. Voilà, donc je vais passer en plein écran. Je pense que le support va s'afficher progressivement sous vos yeux. Je pense que c'est bien le cas. Alors, peut-être on commençait peut-être par le début et la genèse justement de ce projet de territoire qui est justement la cible qu'on cherche à atteindre, notamment à l'horizon 2040, parce que c'est un projet qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc, le territoire de La Rochelle, c'est un territoire qui, par essence, un petit peu par ADN, a été très tôt en fait porté vers l'écologie urbaine et en particulier les mobilités douces. C'est un petit peu le cœur de notre approche depuis ces dernières décennies. Alors, je ne vais pas faire tout l'historique, mais voilà, les premiers vélos en libre-service étaient à La Rochelle en 78, la première rue piétonne, les premiers véhicules également en transport autonome également aussi. Donc, il y a une histoire assez forte en fait, entre La Rochelle et puis notamment les mobilités durables et l'innovation. Le territoire
territoire de La Rochelle, donc c'est un territoire littoral, urbain également, qui est à la fois rural et urbain, qui comprend 170 000 habitants et 28 communes, qui est effectivement au cœur notamment de grandes métropoles, en tout cas au milieu entre Nantes et Bordeaux. Et l'enjeu, effectivement, c'était d'arriver sur le projet de territoire à mobiliser l'ensemble des acteurs territoriaux, en gros, de ne pas uniquement partir sur un projet quelque part porté par des institutionnels, c'est-à-dire porté par la ville, l'agglo et puis les collectivités, mais de faire en sorte effectivement qu'on ait à la fois une démarche ascendante, en tout cas qu'on prenne en compte évidemment les aspirations et les attentes quelque part des acteurs territoriaux de la société civile en général, et qu'on rejoigne effectivement également ce mouvement au niveau des collectivités, parce qu'on n'est pas les seuls au sein du territoire à développer des actions en matière de développement durable, ou à développer des stratégies en matière de RSE. Il y a évidemment des entreprises, des associations, des collectifs citoyens. Et donc, à l'occasion d'un appel à projet de la Banque des territoires, qui s'appelait à l'époque un territoire d'innovation à grande ambition, a été déposé et rédigé donc un dossier dans le cadre des grands plans d'investissement de l'État. Et donc, c'est à l'occasion de cet appel à projet qu'on a finalement collectivement senti le besoin, les uns les autres, acteurs privés, acteurs publics, de se retrouver et de formaliser quelque part un projet de territoire qui soit collectif et qui ait du sens quelque part pour tout le monde. Et finalement, ce dénominateur commun de l'ensemble des projets d'entreprise ou des projets de collectivité de territoire, c'était la neutralité carbone. Et donc, on s'est retrouvé autour de ce projet-là, et donc on a formalisé un dossier de réponse qui nous a permis donc d'obtenir un ensemble de financements, parce que l'intérêt d'un dossier, c'est évidemment d'avoir une stratégie commune, mais c'est aussi pouvoir finalement réaliser des actions avec beaucoup plus d'intensité, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait été sur des fonds propres. Et donc, on a mobilisé notamment des crédits de cet appel à projet, des crédits également de la région Nouvelle-Aquitaine, et puis des crédits également de l'ADEME et des partenaires locaux, publics et privés, bien évidemment. Voilà. Ce qui est important également de signaler, c'est que sur le projet que je vais vous présenter un peu plus dans le détail après, qui est le projet de plateforme de données territoriales, les financements sont un petit peu différents. C'est-à-dire qu'on est plutôt autour entre 20 et 30% sur le financement en fait, de l'État et donc de la Banque des territoires. Et par contre, on monte à des financements fédéraux et régionaux quasiment autour de 40-50%. Donc, on est sur un modèle économique un petit peu différent. Et je pourrais revenir si vous intéresse. Voilà. Donc, revenons un petit peu principalement comme sur cet objectif de territoire, la neutralité carbone. Alors, neutralité ne veut pas dire qu'il y a zéro émission. Ce n'est pas du zéro carbone. Je parle bien de neutralité carbone, parce qu'on ne pourra jamais être sur zéro émission nette. On est bien sur un équilibre entre les émissions et l'absorption, en fait, la compensation, notamment des émissions. Donc, aujourd'hui, on a réalisé un bilan carbone du territoire qui est environ 2000 tonnes. Kilotonnes d'équivalent CO2, donc c'est un bilan assez important. Et donc, on a l'ambition de le réduire à 500 et donc de diviser par 4 en fait ces émissions et d'augmenter le pouvoir de captation de carbone, notamment de nos écosystèmes. J'y reviendrai un petit peu après. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver justement à atteindre cette neutralité. Et l'enjeu, c'est de répondre aussi aux objectifs de l'accord de Paris global et des différents protocoles internationaux qui sont engagés. Et on voit bien qu'effectivement, même si l'État s'engage quelque part pour nous, en tant que nation, en tant que pays, on est tous partie prenante quelque part de cette démarche-là. Et donc, évidemment, ce sont les territoires, les entreprises, les citoyens qui doivent quelque part s'aligner et se mettre en ordre de marche aussi sur cet objectif-là, qui est un objectif quelque part planétaire, qui nous concerne tous. Donc, comme je l'évoquais également en préambule, très rapidement, on a un écosystème de partenaires, de plus de 130 partenaires qui est assez riche, avec évidemment des partenaires locaux. Il y a aussi des partenaires externes, parce qu'on a des partenaires technologiques ou des partenaires de recherche qui sont en dehors de notre territoire, qu'on comptabilise également dans l'écosystème, bien évidemment. Cet écosystème, en fait, il est quand même structuré. En fait, il y a plusieurs… c'est presque des cercles concentriques, c'est un peu présenté comme ça, mais il y a quand même le cœur du réacteur. Il y a un accord de consortium qui lie notamment très fort en fait plusieurs acteurs, notamment l'Université de La Rochelle, le Grand Port Atlantique de La Rochelle, la ville et l'agglo de La Rochelle, et puis le parc Bas-Carbone Atlantique. Et puis ensuite, on a différentes, dans les fameux cercles concentriques qui s'élargissent un petit peu, différents autres acteurs, privés, publics, que ce soit des organismes de formation de recherche, que ce soit des
des établissements publics, des associations, des entreprises ou des territoires d'alliance également qu'on a évidemment fait graviter autour de notre projet pour que le projet soit réplicable dans d'autres territoires et étendu également en dehors de notre périmètre et sur une aire urbaine beaucoup plus large. Voilà. En termes de gouvernance, je reviendrai un petit peu après sur les axes du projet, mais en matière de gouvernance, comme vous l'avez compris, on est sur un projet qui est éminemment systémique, partenarial également. Je parlais de démarche ascendante qui rejoint une démarche aussi descendante, évidemment des collectivités, et qui se sont retrouvées. Donc, on a plusieurs instances en fait et plusieurs outils de gouvernance qui permettent de piloter le projet à plusieurs. On voit bien qu'à partir du moment où on a parfois même des intérêts divergents entre acteurs privés et acteurs publics, des stratégies, des points de départ différents, de mettre en place une gouvernance au-dessus de la mêlée, la plus neutre possible, qui permette justement de partager quelque part des valeurs, une ambition, et de co-construire le projet. C'est un élément structurant et hyper important dans le projet. Donc, on a évidemment constitué des instances justement représentatives en COPIL et de COTEC qui sont plus opérationnelles. Et puis, autour de ces COPIL et COTEC, gravitent évidemment tout l'écosystème que j'évoquais, avec des labels notamment qui permettent de labelliser des projets, avec des axes thématiques du projet sur lesquels je vais revenir, qui permettent d'agir concrètement pour atteindre cette neutralité carbone. Et puis, un conseil scientifique qui est composé évidemment de sommités nationales et internationales sur le sujet, puisque l'enjeu, c'est quand même de développer des actions qui ont un effet effectivement positif sur notre carbone. Il faut se méfier des faux amis et parfois même sans le vouloir, des projets un peu greenwashing où finalement, on pense qu'on fait des choses, mais en fait, on ne va pas forcément au bout et ça n'a pas forcément d'impact, ou alors qu'il y a des effets rebonds qui surviennent et qui fait que on n'atteint pas l'objectif escompté. Donc, ce conseil scientifique est là pour garantir effectivement l'atteinte des objectifs en matière scientifique. Et puis, le comité citoyen, qui est un organe à part entière, dont un représentant ou plusieurs représentants, je crois, sont intégrés dans le COPIL, mais qui est aussi une instance à part entière de consultation et de mobilisation citoyenne, parce qu'on voit bien qu'on ne pourra pas réussir ce projet-là si on est uniquement effectivement entre acteurs publics ou institutionnels, c'est-à-dire qu'il y a aussi des changements de comportement assez massifs aussi à avoir au niveau des citoyens, et donc il faut aussi arriver à impliquer, à faire participer les citoyens. Voilà. Je prends régulièrement un exemple comme ça, c'est que je prends l'exemple par exemple on peut le prendre aussi l'exemple sur le bâtiment, on peut le prendre, mais si on est uniquement, par exemple, à nous, collectivités, à développer des outils, par exemple, de suivi de nos consommations d'énergie du bâtiment pour faire baisser les factures d'énergie, mais qu'on n'a pas une même démarche d'isolation, de suivi des consommations ou d'accompagnement des usages aussi autour de ces questions, également auprès du grand public, et bien effectivement, on va réduire donc et avoir un impact important, évidemment, sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Mais les bâtiments privés, eux, par contre, n'auront pas les mêmes courbes, effectivement, et on n'aura pas non plus les mêmes effets. Et donc, il faut bien avoir une approche globale qui soit systémique et pas uniquement portée sur les acteurs publics dans cette démarche de territoire neutre en carbone. Voilà un petit peu pour un exemple. On peut prendre le même exemple également dans les mobilités. Si on décide d'acheter uniquement des bus propres pour le transport public, mais qu'on ne se soucie pas du transport de fret, de marchandises, de la livraison au dernier kilomètre et des trajets également personnels, donc notamment les migrations pendulaires, l'autosolisme, etc., et on ratera effectivement l'objectif. Donc, on est bien sur un projet global et une dynamique effectivement territoriale avec l'ensemble des acteurs et de la société civile. Donc, ces différents leviers qui vont nous permettre d'atteindre cette neutralité carbone, on est bien sur une approche intégrée de l'ensemble de nos politiques publiques, en fait, pour qu'on ait une dynamique de transformation qui soit globale et durable. Et donc, on a plusieurs axes qui sont prévus d'être intégrés. On a en particulier, donc, j'en parlais, qui est une première approche, de l'appropriation du projet par les citoyens, donc, qui est un axe du projet, qui est presque un axe transverse. En fait, il est décliné dans l'ensemble des axes un peu opérationnels que je vais citer, un peu sectoriels. Et donc, dans ces axes sectoriels, ces politiques sectorielles, on a par exemple le carbone bleu. Le carbone bleu, c'est le pouvoir de captation. Alors, on le dit carbone bleu, mais on aborde aussi ce qu'on appelle le carbone vert et le carbone marron. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais on a vu effectivement qu'il faut évidemment réduire nos émissions, mais il faut aussi développer le potentiel de captation carbone par les écosystèmes.
Alors, le carbone bleu, ce sont les marais. On a la chance d'être un territoire littoral. Donc, on a des zones de marais, des zones humides, des vasières. Et donc, le potentiel de captation de carbone, de séquestration de carbone en fait, de ces environnements est beaucoup plus important que ce qu'on appelle le carbone vert, qui est le pouvoir de captation et d'absorption de carbone, notamment par les arbres, voilà, par la végétation. Et donc, plus on entretient et plus on développe notamment ces zones-là, et plus on peut justement séquestrer du carbone. Donc, c'est un axe important à développer, notamment dans notre projet. On a évidemment un axe sur l'efficacité énergétique du bâti et des réseaux. Un autre axe sur la gestion des énergies, l'autoconsommation collective, les énergies renouvelables également qui sont développées dans l'axe 4. L'axe 5, ce sont les nouvelles mobilités, mais aussi mobilité durable, le MaaS et d'autres innovations. On a tout ce qui concerne l'écologie industrielle et donc la transition écologique des entreprises, qui est l'axe numéro 6. L'axe pour lequel je vais présenter davantage le sujet, c'est la gouvernance de la donnée, avec notamment un projet de plateforme de données territoriales qui va nous permettre justement de mesurer l'atteinte de nos objectifs en matière de neutralité carbone. Et puis la coopérative carbone, qui est un outil important, qui est un outil d'ingénierie et un outil, en gros, une sorte de marché carbone local qui permet de calculer quelque part les économies carbone qui sont générées par les projets et de les valoriser financièrement, notamment pour être quelque part un cercle vertueux et permettre effectivement de passer à l'échelle. Voilà. Et 2 nouveaux axes ont été créés dernièrement, en fait, l'année dernière, qui manquaient un petit peu à notre approche justement systémique et globale, qui manquait au départ dans le dossier également qui a été déposé auprès de la Banque des Territoires. C'est pour ça qu'ils ont été rajoutés et on y travaillait depuis 2 ans. C'est notamment l'axe qui concerne l'agroécologie et l'alimentation. Et puis l'axe notamment qui concerne le tourisme durable, parce que comme vous le savez sans doute ou peut-être, La Rochelle est un territoire très touristique et on ne peut pas évidemment passer sous silence l'impact évidemment du tourisme aussi dans le bilan carbone global de notre territoire. Voilà. J'ai évoqué très rapidement la coopérative carbone. Il y a comme ça une petite slide qui pourra vous permettre d'y revenir si vous le souhaitez. Mais c'est la première coopérative qui a été créée en France. Il y a une coopérative qui a été créée, je crois, 1 an après par Paris également, qui s'inspirait de la démarche de La Rochelle. C'était notamment un des outils qui a beaucoup plu la Banque des Territoires quand ils ont décidé de subventionner le projet, parce que c'est un acteur notamment public-privé au niveau des fonds qui s'est monté, qui est susceptible d'être répliqué également dans d'autres territoires. Et comme je l'évoquais, c'est un outil d'accompagnement des projets qui labellise également les projets, qui les évalue en termes d'impact carbone et puis qui, derrière, valorise en termes de crédit carbone sur le marché national, notamment les projets locaux en particulier. Et donc, c'est une aide au financement importante, notamment pour justement essayer de massifier quelque part les différentes démarches qu'on peut être amené à faire. Voilà, et à engager. Alors, passons peut-être maintenant plus précisément sur l'axe autour de la gouvernance de la donnée et l'axe data, comme on l'appelle. On a donc décidé de mettre en place alors on l'a appelé métaplateforme, mais c'est un peu long métaplateforme, donc je vais l'appeler plateforme. Au bout du compte, ce sera plus simple. Mais c'est simplement le terme de métaplateforme pour expliquer le fait qu'elle vient finalement au-dessus, parfois des plateformes de données qu'il peut y avoir ou des infrastructures de données qu'il peut y avoir dans les acteurs publics et privés. On a au niveau de la ville et de l'agglo une infrastructure de données plutôt décisionnelle. On trouve ça chez La Nature, qui est un gros acteur aussi de l'agroalimentaire chez nous. On trouve ça chez Alstom qu'on a chez nous. Voilà, chacun ses propres infrastructures de données. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a décidé de mettre en place collectivement, au niveau du consortium, une plateforme, une métaplateforme territoriale qui viendrait justement au-dessus de ces infrastructures de données et qui permettrait quelque part de récupérer les données utiles et utilisables pour alimenter le projet de territoire. En gros, de faire en sorte que notre projet de territoire soit un projet piloté par la donnée et donc qu'on soit capable effectivement de mesurer l'atteinte de nos objectifs, nos KPI, nos objectifs et nos indicateurs qui ont été définis, indicateurs d'impact, de réalisation et de résultats. Ces 3 types d'indicateurs qui ont été définis, notamment avec l'aide du CEREMA, vous connaissez peut-être, qui suit une démarche notamment ISO, la norme ISO en fait, sur les villes durables. C'est la seule norme aujourd'hui qui existe et qui nous permet justement de définir ce référentiel d'indicateurs et de travailler justement à mesurer quelque part l'atteinte et à observer l'atteinte des objectifs carbone. Et la plateforme de données est l'outil qui va nous permettre finalement de ce suivi et ce pilotage.
Donc, c'est un outil effectivement crucial. Alors, on parle parfois un peu de cerveau. C'est un peu l'outil effectivement qui va réconcilier quelque part un peu, agréger, donner à voir autour du projet notamment de territoire. Voilà. Donc, l'enjeu pour nous et de nos financeurs également, c'était de créer donc une plateforme transversale. En gros, on a bien vu qu'on aborde toutes les thématiques du développement durable, la mobilité, le bâtiment, l'aménagement, etc., etc. Et c'est justement soit un peu une innovation, parce qu'on a souvent des plateformes extrêmement thématiques. Alors, soit une plateforme sur l'immobilité de données, soit une plateforme sur une thématique particulière. Parfois, on a des thématiques open data, uniquement open data. Et on va voir que notre plateforme, ce n'est pas une plateforme uniquement de données ouvertes, c'est aussi une plateforme qui collecte des données personnelles. C'est aussi une plateforme qui collecte des données entre guillemets privées. On appelle ça du shared data, un partage de données entre tiers. Donc, ce n'est pas forcément des données qui ont vocation à se retrouver sur Internet dans une licence dite ouverte, mais qui seront utiles à partager dans le cadre du projet de territoire. Je prends l'exemple, par exemple, des données, je parlais du bâtiment tout à l'heure, et des données par rapport à la consommation d'énergie des bâtiments. Je ne sais pas, Alstom, on a besoin de calculer l'empreinte carbone des bâtiments sur le territoire. Alstom n'a peut-être pas envie que ce soit une donnée ouverte, la donnée de consommation énergétique de ces bâtiments. Et donc nous, par contre, on a besoin de cette information-là. Et donc, la plateforme est une sorte de tiers de confiance qui récupère, on va le voir un petit peu après, sous la forme de smart contract, qui contractualise quelque part la confidentialité un peu de ces données-là, mais qui permet quand même de malgré tout de les récupérer pour alimenter des indicateurs carbone du territoire. Voilà un petit peu le principe. Donc, une plateforme transverse, une plateforme véritablement open source. Là aussi, on a imposé à nos prestataires la licence Apache 2.0. Donc, c'est-à-dire que les développements sont réalisés en code source ouvert et les composants qui sont réutilisés, qui sont intégrés, qui étaient parfois disponibles, sont forcément compatibles avec cette licence-là. L'enjeu, c'est de pouvoir répliquer la plateforme dans d'autres territoires et même parfois dans d'autres contextes. Nous, le contexte, c'est le projet de territoire de neutralité carbone, mais la plateforme, on veut qu'elle soit aussi utilisée par d'autres territoires pour servir, ou même d'autres acteurs privés, pour servir d'autres besoins, d'autres problématiques que la neutralité carbone. Et c'est aussi pour ça qu'on a alloti le marché d'une certaine façon pour que nos cas d'usage, nos besoins finalement qui sont liés à nos projets de territoire, ne soient pas intégrés dans le back-office quelque part de la plateforme et qu'elle soit la plus agnostique possible et qu'on soit simplement sur du paramétrage quelque part pour configurer nos cas d'usage et qu'elle puisse être utilisée dans d'autres contextes et pour d'autres besoins. C'est pour ça qu'on avait 3 lots en gros dans le marché. J'y reviendrai un petit peu après. Mais un lot back-office, un lot front et un lot cas d'usage. Voilà. Donc, de l'open source, de la transparence, de l'ouverture et de la réplicabilité. C'est extrêmement important. Je l'évoquais aussi un petit peu tout à l'heure, on va intégrer des données personnelles. Donc, l'enjeu, c'est de faire une plateforme qui soit privacy by design. C'est le RGPD qui nous l'impose. À partir du moment où on part sur un nouveau projet, il faut que le plus possible, l'architecture technique qu'on met en place soit respectueuse par défaut de la vie privée, effectivement, les données qu'on sera amené à collecter et à traiter. Voilà. Et donc, on a tout un tas d'outils un peu innovants, notamment une brique logicielle de gestion des consentements et d'accountability. L'accountability, c'est d'apporter la preuve, notamment aux différents responsables de traitement et à la CNIL, qu'on protège bien effectivement les données personnelles. Et donc, on gère bien notamment les consentements des différents individus pour lesquels effectivement on a collecté des données pour constituer des jeux de données d'intérêt territorial. Là encore, je le précise, on collecte des données uniquement parce que c'est utile au projet de territoire, des données personnelles. On a besoin de connaître les mobilités de déplacement. Donc là, je parlerai un petit peu après d'un projet autour du… Voilà, mais voilà, donc toutes ces données personnelles, il faut gérer des consentements. Il faut que ce soit simple, à travers un tableau de bord pour l'utilisateur, l'usager, de révoquer ou de donner quelque part son consentement pour la collecte de données. Voilà. Et donc, on a imaginé ici des smart contracts pour justement fiabiliser et encadrer juridiquement les mises à disposition de données entre les producteurs et les utilisateurs. Donc, d'automatiser cette gestion de contrat. Et puis, parfois, on a un droit des données qui peut être complexe et variable, parce qu'on peut avoir des croisements de données dans l'utilisation des données. Et donc, voilà, c'est une innovation aussi importante de la plateforme. Concrètement, comment ça marche? Un petit synoptique pour se rendre compte. Je vois que le temps passe assez vite, mais je suis très bavard, il faut que je presse un peu. Hop, je regarde le timing. OK. Concrètement, comment ça marche? On a donc sur la gauche des données en entrée, une collecte de données qui s'opère, alors des données ouvertes bien évidemment, mais pas que, justement. Des données issues de capteurs, donc d'IoT, sur l'espace public,
les horodateurs, les caméras même, ou de l'IoT, enfin, que sais-je, dans les bâtiments, bien évidemment. Des données personnelles, je l'évoquais. Alors, ça, soit crowdsourcé, en gros un formulaire, on complète et ça vient alimenter un jeu de données d'intérêt territorial sur des modes de déplacement. On a des enquêtes de déplacement aujourd'hui qui sont faites tous les 10 ans. Donc, l'enjeu, c'est de resserrer aussi un peu le pas de temps. D'où l'enjeu du projet Self-Data, qu'on développe aussi. Et d'ailleurs, on a reçu 2 prix l'année dernière, donc au Forum Zéro Carbone à Paris, et puis un trophée numérique responsable également là, au ministère des Finances à Bercy également en novembre, sur ce projet de Code CO2 Self-Data. En gros, c'est une application mobile qui est installée sur 500 testeurs aujourd'hui, citoyens de l'agglomération, qui collectent automatiquement les traces de déplacement de l'individu, de manière alors complètement sécurisée. Plus ici, on a fait des AIPD, des impacts sur la vie privée, c'est vraiment les données pour l'individu. Le self-data, c'est ça. Ce sont les individus qu'on remet un petit peu au centre, c'est-à-dire qu'on les met en situation de récupérer leurs données personnelles pour les exploiter, pour les utiliser pour leur propre usage. Donc là, en gros, c'est les mobilités. En gros, ils collectent leurs données de mobilité avec une app qui qualifie automatiquement si c'est un déplacement piéton, si c'est du vélo, si c'est du bus, si c'est du train, voilà. Ces données qui sont collectées par le smartphone sont transférées vers un entrepôt de données personnelles qu'on a ouvert. Donc, on a choisi aussi une solution open source sécurisée qui s'appelle Cozy Cloud. Et ces données personnelles, ensuite, elles sont agrégées avec d'autres types de données, parce que l'individu peut récupérer ses données SNCF, ses billets d'avion, etc. Et on a un outil qu'on a à l'intérieur qui s'appelle Code CO2, qui calcule l'empreinte carbone globale quelque part des déplacements et qui vient accompagner l'individu dans ses changements de comportement de mobilité et qui ensuite incite l'individu à partager ses données vers la plateforme de données territoriale. Voilà, c'est lui qui décide de les partager. Il est vraiment maître de ces données. Et l'enjeu, c'est qu'il les partage dans un but d'intérêt territorial. Donc, il ne partage pas en tant que tel sa donnée, il va partager un indicateur, par exemple l'indicateur carbone de ses déplacements et autres, qui nous va nous intéresser. Voilà. Donc, c'est 2 façons en fait d'aborder les données personnelles, soit de les anonymiser un peu en amont, soit directement sur la plateforme. Et puis des données privées, j'évoquais, des données qui sont partagées dans le cadre du projet de territoire par rapport aux accords de consortium qu'on a avec les différents membres et partenaires du projet, où ils s'engagent à partager des données pour piloter le projet de territoire avec des indicateurs et des données. Voilà. Donc, la plateforme au milieu traite ces données-là. Alors, il y a des ontologies, je ne vais pas parler, mais c'est du web sémantique, c'est des projets de recherche qui sont associés. Le web sémantique, c'est un peu pour plus facilement retrouver des données et des informations à partir d'un vocabulaire qui serait compris par une machine et donc de faire des liens finalement entre des idées, entre elles, pour pouvoir classer et rechercher plus facilement l'information. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'anonymisation différentielle qui sont aussi un autre sujet de recherche qui sont implémentés dans la plateforme, parce qu'on travaille avec différents laboratoires sur ces sujets-là. Des outils de gestion de licences et de droits que j'évoquais, des data lakes, donc ce sont des infrastructures de big data pour stocker de gros volumes de données, avec aussi évidemment un accès rapide et sur une grande variété de données. Et puis donc des fonctions d'analyse et de restitution autour des data sciences qui permettent de délivrer à la fois nos indicateurs de pilotage du projet, à la fois nos cas d'usage dont je vais parler, parce qu'on a des cas d'usage spécifiques, axe par axe du projet, qui vont nous permettre d'utiliser des données pour répondre à des besoins métiers, qui permettent d'avoir une valeur ajoutée, parce que les données, on ne les aide pas forcément unitairement. J'y reviendrai un petit peu. D'encourager également et de donner à voir également sur les sites internet grand public sur l'avancée du projet. Et puis, à partir du moment où on aura collecté tout un tas de données sur plein de sujets, c'est aussi de pouvoir, pourquoi pas, les utiliser pas uniquement sur notre projet de territoire, mais pour créer de nouveaux services. Et c'est pour ça que la plateforme, c'est la plateforme des acteurs du territoire qui pourront partager leurs données, qui pourront créer du service à partir des fonctionnalités qu'on aura prévues. Donc, les fonctions, c'est en gros, il y a un ensemble de catalogues de données qui va être assez riche, avec des API, bien évidemment, des données qui seront accessibles en données ouvertes et d'autres une fois qu'on aura l'autorisation du producteur. On aura une bibliothèque d'algorithmes et de traitements qui sera proposée également aux différents acteurs pour traiter ces données avec différentes façons. Alors, il y a des choses très simples, ça peut être des sommes ou des écarts types, mais il y a tout un tas d'algorithmes plus avancés autour du traitement des données, sur de l'anonymisation, sur du géocodage, sur du calcul carbone qui seront proposés en termes de traitement de données. Et puis ensuite, une bibliothèque de restitution qui permettent en gros de restituer les données, de les visualiser sous forme de cartes, de tableaux, de diagrammes, de graphiques, d'indicateurs. Et donc, tout ça le plus simplement possible pour que ce soit, même s'il y aura, on a prévu ce qu'on appelle un bureau virtuel du data scientist qui peut comme ça aller beaucoup plus loin dans la manipulation des données. Voilà. À ça, je passe très vite, donc on est quand même le temps des questions.
une gouvernance de la donnée, parce que ce n'est pas parce qu'on met en place une plateforme de données qu'elle va être utilisée par les acteurs. Il faut créer cette condition de la confiance entre les différents acteurs. Donc, travailler sur la définition d'une culture de la donnée, travailler sur les normes entre les données, l'interopérabilité également des systèmes d'information, travailler sur les valeurs, l'ambition, la transparence, l'éthique. Et on a mis en place, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle, en tout cas, on a posé les bases d'un service public local de la donnée, et dont la plateforme serait l'outil qui permettrait effectivement justement de mettre en circulation les données du territoire dans le bénéfice, pour le bénéfice du projet de territoire. Voilà, je passe un petit peu vite, mais l'enjeu, c'est bien d'animer, de coordonner. Et demain même, on a déposé un dossier auprès de l'ADEME, parce que c'est un commun numérique concret. Donc, on est en train de définir un cadre de collaboration entre les différents acteurs qui contribuent au projet, sur l'open source, mais aussi les acteurs qui partagent leurs données, pour justement ce cadre de collaboration, sortir du cadre administratif de l'agglomération et créer une véritable structure de gouvernance, une personne morale à part entière, qui gouverne quelque part le projet, la plateforme, qui soit quelque part garant quelque part de cette co-construction et de cette neutralité sur le territoire. Voilà. Alors, on a vu que cette plateforme, elle va générer de la technologie, donc elle va émettre du carbone. Alors, c'est là où effectivement on est sur. Il y a deux approches dans notre projet de territoire sur le numérique. Il y a l'approche effectivement de la sobriété, c'est la base, c'est de dire évitons de faire des émissions carbone quand on peut en faire, réduisons ce qui peut être réduit, et puis derrière, c'est aussi pour ce qui est nécessaire d'être mis en place comme technologie et comme usage, de faire en sorte qu'on mette le numérique au service du développement durable et de la transition écologique. Et cette plateforme, c'est ça son enjeu, c'est un enjeu d'accompagner la transition écologique. Donc, c'est bien de l'IT for Green, mais ce n'est pas parce qu'on met de l'IT au service du numérique qu'il faut faire n'importe quoi en termes de… Voilà, et pas du tout être sobre. Et donc, on a imposé à nos prestataires la norme ISO 14062, qui est la seule norme aujourd'hui d'éco-conception des services numériques, qui va nous permettre justement de produire une plateforme la plus sobre possible aussi en énergie. Voilà. Et donc, on a décidé de la faire certifier, cette démarche, AFAC Éco-Conception. C'est une norme, la seule norme qui existe aujourd'hui d'éco-conception. Alors, on travaille avec la norme sur une autre norme qui sera plus une norme produit également. En gros, le premier produit de plateforme va être certifié. Là, c'est la démarche méthodologique qu'on certifie pour arriver à une sobriété, notamment dans l'usage de l'outil. Donc, c'est un enjeu très fort d'arriver justement à réduire un petit peu cet impact-là, de prendre uniquement les données utiles au projet de territoire, de ne pas être non plus sur une collecte massive parce que ce n'est pas du tout l'orientation de données, de ne pas être sur du stockage de données. Si les données sont stockées à un autre endroit, on est plutôt sur un hub. Donc, en gros, un hub de données plutôt que sur un stockage. Si la donnée est déjà stockée ailleurs, c'est-à-dire de la répliquer chez nous. Donc, bref, il y a tout un tas de principes et d'architecture qui ont été mis en place pour assurer de la sobriété avec des audits indépendants, avec des indicateurs de calcul carbone de la plateforme, etc. etc. Je passe très vite. J'ai parlé aussi assez vite de la démarche de pilotage par les indicateurs. Je ne vais pas y revenir. Différentes sources de données, différents objectifs qui sont servis évidemment pour atteindre la neutralité carbone. Et l'enjeu de la plateforme, c'est d'arriver justement à centraliser les référentiels et les données qui sont éparpillées finalement chez différents acteurs. Donc voilà. Et l'enjeu, c'est d'automatiser progressivement la collecte de ces données et leur actualisation. J'évoquais aussi, je vais passer assez vite. On a pas uniquement donc le pilotage de la plateforme qui va être le pilotage du projet de territoire qui va être mis en place comme cas d'usage. On a aussi des cas d'usage métiers et thématiques sur l'ensemble des axes. Alors, le tableau il est un petit peu ancien, je n'ai pas actualisé. Comme on a de nouveaux axes projets qui sont arrivés, je l'évoquais tout à l'heure, agroécologie et puis tourisme durable, on a décidé sur certains cas d'usage qui sont un peu moins matures, de les supprimer, parce qu'on a parfois plusieurs cas d'usage par axe. ENR, c'est énergie renouvelable, ou bâtiment au carbone bleu, et finalement d'en faire que un ou deux par axe et de répondre en fait aux nouveaux axes du projet avec des cas d'usage. Voilà. Donc, on a de nouveaux cas d'usage qui sont apparus, je n'ai pas ici, et certains qui ont disparu pour nous permettre de traiter justement les nouveaux axes du projet. On voit qu'on a plus d'une centaine de jeux de données qui vont être utilisés immobiliers pour ces cas d'usage-là, avec des niveaux de complexité plus ou moins importants, des maturités de besoins également plus ou moins importants, ce qui fait qu'on doit aussi travailler encore ces cas d'usage pour certains avec notamment les métiers et les acteurs territoriaux qui sont publics, privés, associatifs, pour délivrer justement des cas d'usage qui sont
qui sont utilisables et utilisés, quoi. C'est surtout le utiliser qui est important. Voilà. Donc, voilà, la captation carbone, voilà, c'est en gros à partir de données, par exemple, satellites, de calculer automatiquement avec des algorithmes intelligents et justement nouveaux, d'identifier où sont les zones humides qui captent du carbone, de automatiquement déterminer quel est leur niveau de dégradation, voilà, pour prendre un exemple, et donc de dresser un inventaire de ces écosystèmes et de la captation carbone des écosystèmes sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est un premier cas d'usage avec des données diverses et variées. Voilà. Et donc, on a tout un tas, dont sur le bâtiment, sur lequel je vais un petit peu revenir après. C'est pour ça que je presse un petit peu. On a un organigramme projet assez dense. Alors, les deux premiers, orange et bleu, là, c'est les organigrammes projets plutôt du projet de territoire avec l'organigramme LRTZC, c'est l'acronyme La Rochelle, territoire zéro carbone. Alors, même si le zéro, on ne devrait pas l'utiliser parce que c'est plutôt de neutralité carbone. Mais voilà, il fut un temps, on a du mal à s'en débarrasser. L'organigramme projet sur la partie plateforme, c'est celui-ci. On a un consortium d'entreprises qui nous accompagnent pour réaliser cette plateforme. C'est un projet qui va durer 6 ans. On a commencé l'année dernière et on sort le premier prototype en fin d'année, le premier MVP. Donc, c'est Citeos qui nous accompagne sur le back-office, toute l'infrastructure de données Citeos. OnePoint, notamment, qui nous accompagne sur le lot 2, qui est la partie front-office. Et puis, Filebox, qui nous accompagne notamment avec Citeos sur le lot 3, parce qu'ils sont en co-traitance, qui nous accompagne notamment sur les aspects un peu de data science et l'implémentation notamment de nos cas d'usage dans la plateforme qui est développée par l'O1 et l'O2. Voilà. Bon, je passe assez vite. Et puis, donc, bien évidemment, des acteurs internes, chefs de projet sur plutôt de mecs responsables, la partie plateforme, l'administration générale des données, l'administratrice générale des données qui est plutôt sur la gouvernance, le RSSI, le DPO du projet, nos acteurs externes, etc., etc. J'ai voulu prendre, là aussi très rapidement, parce que je crois qu'il me reste que quelques minutes, à peine 5 minutes, je crois, pour terminer. On a donc un exemple plutôt lié à une thématique aménagement, c'est pour ça que je l'ai montré, qui est donc composé en fait de plusieurs jeux de données qu'on a identifiés, de plusieurs traitements de données, puis de plusieurs restitutions. Je veux dire, plus commencer par la description du cas d'usage avant de passer sur cette slide un peu illustrée. Mais l'enjeu de ce cas d'usage, c'est d'arriver effectivement à évaluer l'impact d'un projet d'aménagement sur quelque part la captation carbone des environnements. On a besoin toujours de créer des routes, on a toujours besoin évidemment d'ailleurs des pistes cyclables de plus en plus, qui traversent parfois des marais. On a besoin de créer des ronds-points, on a besoin de créer des bâtiments, des zones d'aménagement, etc., etc. Et donc, on veut effectivement mesurer l'impact de la création de ces aménagements sur la captation carbone des environnements, notamment de l'environnement naturel, quand c'est parfois le cas. C'est pas parce qu'il y a aussi de la nature et de l'environnement en ville, ce n'est pas uniquement que les zones rurales qui sont concernées. Il y a des zones de chaleur, il y a des arbres d'alignement, enfin, il y a tout un tas de problématiques également environnementales en ville. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à mesurer l'impact carbone de ces aménagements sur la ville. Donc, il y a tout un tas de consortiums, de partenaires, parties prenantes de ce projet-là. Alors, il n'y a pas uniquement les institutionnels, on a aussi, dans ce cas d'usage, notamment des partenaires, notamment autour du bâtiment Tipeee, notamment notre cluster du bâtiment, qui est un acteur important, et qui nous permet effectivement de travailler sur ce cas d'usage en collectant les données. C'est des cas d'usage qui sont pour le coup assez matures, parce qu'on a des données assez importantes, notamment disponibles auprès des différents producteurs territoriaux. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver justement à collecter les différentes données auprès de ces différents tiers, à faire en sorte qu'elles soient traitées par la plateforme et à livrer un cas d'usage qui soit utile notamment aux porteurs d'opérations du territoire. Voilà un petit peu rapidement sur ce cas d'usage numéro 2. Et le cas d'usage numéro 3 que j'ai un petit peu sorti, c'est celui sur l'efficacité énergétique des bâtiments, alors public et privé. Il y a 2 cas d'usage. Là aussi, différents acteurs, je passe très rapidement les objectifs, mais différents acteurs, différentes données mobilisées qui nous permettent effectivement derrière d'arriver à calculer une empreinte carbone des bâtiments, alors dans tout le cycle de vie évidemment du bâtiment, et donc d'arriver quelque part à répondre aux besoins des différents métiers et du projet. Et donc on a là aussi sur
sur ces cas d'usage-là, un acteur notamment, parce que sur chaque axe du projet, il y a un porteur d'opération. Moi, par exemple, en tant que directeur de projet sur la plateforme, je suis directeur je suis responsable de l'axe data, gouvernance de la donnée du projet de territoire. On a un axe efficacité énergétique au bâtiment, au sens large. Et donc, le porteur de cet axe-là, d'ailleurs, il n'est pas à la ville, il n'est pas à l'agglo, c'est un cluster. Voilà, c'est une société d'ailleurs privée qui pilote cet axe-là pour le compte de tous les acteurs du territoire, qui s'appelle que privé. C'est un acteur qui s'appelle Tipeee. Et donc, Tipeee connaît très bien les acteurs du bâtiment. Alors, ils font à la fois de la recherche, ils font à la fois des études, ils font tout un tas de choses. Et c'est eux qui animent une communauté de travail autour de leur axe, autour du bâtiment. Et donc, des acteurs universitaires, publics, privés, des agences immobilières, des maîtres d'œuvre, des aménageurs, etc., etc. Et donc, finalement, nous, dans la plateforme de la donnée, on se base sur cet animateur, sur ce coordinateur qui connaît très bien les métiers, pour faire remonter les besoins. On est sur des ateliers de co-construction avec eux, avec ces différents acteurs-là, pilotés par Tipeee, qui est ce responsable d'axe. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à définir des cas d'usage qui seront utiles et utilisables, notamment parce qu'on fait du design thinking, en fait, avec notamment ces acteurs-là, pour définir les besoins et les différents cas d'usage. Voilà un petit peu. Bon, c'est une slide un peu de conclusion, mais je passe très vite. Et puis, voilà, je vais peut-être laisser la parole aux questions, parce que voilà, il nous reste un quart d'heure, c'est ce qui était prévu, je crois, pour les questions. Oui, merci beaucoup d'avoir été aussi complet, je pense, dans la présentation. Alors, il se trouve que ma position en tant que à la fois adhérent de la SBA, je suis un peu partie prenante puisque mon entreprise, l'entreprise que je représente, Sétur et Urban Think, sont sous-traitants de Citeos, qui est un des acteurs que vous avez cité tout à l'heure. Nous, on s'occupe particulièrement des cas d'usage et donc je vais vous emmener sur ces sujets de cas d'usage parce qu'en fait, notre commission aménagement est aussi intéressée justement sur comment essayer de faire passer le message à tout le monde. Donc, le schéma que vous avez montré tout à l'heure, où si vous voulez bien le remontrer, ça peut être intéressant, parce que ça peut faire le lien avec les travaux que nous avons menés. Si vous voulez bien repartager l'écran, si c'est possible, pour que ma question soit, on va dire, puisse être pertinente pour tout le monde. Voilà. Celle où vous avez parlé de Tipeee, là, celle où on voit tous les acteurs du bâtiment et de l'aménagement d'une certaine façon. Ouais. Parce qu'en fait, c'est bien là le cœur de nos travaux. Et voilà, donc celui d'avant peut-être. Voilà. C'est celui-là, celui-ci. Ouais, celui-là. Très bien, merci beaucoup. Parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait un schéma de cette façon, mais on a travaillé, on va dire, en essayant de replacer la chaîne de valeur, en fait, finalement, des origines de l'aménagement à la construction. Donc, ça fait quelque chose de très étiré. Et du coup, en essayant de placer chaque acteur. Donc, vous avez tourné tout vers la plateforme data, ce qui est normal. Et pour faire le lien, si je peux dire, entre vos travaux, votre réflexion, puisque c'est en cours, si j'ai bien compris, les ateliers sont en ce moment, et faire le lien avec nos propres travaux, ça pourrait être intéressant du coup de vous poser cette question. Est-ce que pour articuler cette espèce de convergence et cette compréhension aussi de l'intérêt de le faire, est-ce que vous avez pensé à rédiger un cahier des charges, un schéma directeur qui permettrait justement à ce que tous les acteurs, qu'ils soient privés, publics, suivant leur niveau d'implication dans le transfert de la donnée, et dans le portage aussi de la donnée, est-ce que vous avez pensé à écrire quelque chose qui permettait de gouverner tout cet ensemble, en fait, quel que soit l'acteur et quelle que soit son intervention dans la chaîne de valeur de la construction, finalement, du bâti et de son aménagement? Alors oui, on n'est pas encore sur un livrable final, mais il est effectivement en cours d'écriture avec les différents acteurs notamment. On est sur une démarche de stratégie numérique et notamment de stratégie data. Et dans cette stratégie data, en fait, il y a plusieurs volets. Il y a un volet effectivement tourné vers l'interne, parce qu'évidemment, on a aussi des gisements de données à mieux exploiter, à mieux définir les rôles autour de la donnée dans nos organisations. On a travaillé sur un inventaire, un catalogue de données très large, très précis aussi, parce que c'est pas possible d'imaginer les usages de la donnée quand on ne sait pas les données dont on a à disposition. Voilà, donc on a une démarche qui est itérative. On a d'abord commencé effectivement par l'interne.
avec ce catalogue de données, la promotion de ce catalogue, l'identification des différents rôles autour de la donnée, au niveau des data stewards, l'administratrice des données, bon bref, il y a l'urbanisme des systèmes d'information, enfin il y a pas mal d'acteurs finalement autour de ça. Donc il y a une gouvernance interne de la donnée qui s'est mise en place, avec le catalogue et les outils également, des infrastructures, une stratégie qui est en place. Et là maintenant on attaque, depuis l'année dernière en fait, la stratégie externe de la donnée. Donc c'est ça qu'on appelle la gouvernance de la donnée, puisque l'enjeu, ce ne soit pas uniquement que la ville et l'agglomération qui partagent les données, ouvertes ou d'ailleurs ou privées, des acteurs, mais qu'on soit bien sur un mouvement d'ensemble. Et donc, on a besoin effectivement de règles communes, d'ambition, de définir des normes, de définir une organisation de travail entre nous, un cadre de collaboration. C'est bien ça dont il s'agit. Donc, on travaille effectivement sur ce cadre de collaboration. On va d'ailleurs se faire aller encore un petit peu plus loin, parce qu'on va se faire accompagner aussi par un cabinet juridique qui va aussi nous aider à travailler notamment sur les aspects un peu, sur les bases aussi un peu juridiques que j'évoquais un petit peu tout à l'heure aussi dans mon propos autour de cette gouvernance. Et l'enjeu, c'est d'arriver effectivement à travailler concrètement sur, en gros, les normes, de travailler effectivement sur les interfaces qu'on va devoir effectivement mettre en place, parce qu'effectivement, on voit que les systèmes d'information sont évidemment très cloisonnés chez les prestataires. On a, nous, également prévu dans notre projet d'apaiser les partenaires, c'est-à-dire qu'on a du budget, alors je ne vais pas vous dévoiler la somme, on a un budget assez conséquent, en gros, pour financer l'apaisation et les web services chez nos partenaires, parce que on a besoin de telles données, et on sait que ça peut coûter d'ouvrir une donnée et de la rendre accessible, et donc on a des financements pour financer quelque part les interfaces de nos prestataires, de nos partenaires, pour récupérer ces données-là. On a aussi recruté, on est en train de recruter, pardon, il n'est pas recruté, les jurys sont dans 15 jours, je crois, un ingénieur data spécifiquement sur ce projet-là de plateforme de données qui va être aussi mis à disposition des partenaires pour justement travailler sur la normalisation des données, sur les fameux pipelines de données qu'on met en place entre le partenaire et nous, le producteur de données et nous, et donc pour les accompagner en termes d'ingénierie, en termes d'expertise. Donc c'est de la compétence aussi qu'on met à disposition. Donc c'est tout ça, effectivement, tout ce cadre de collaboration, tous ces outils finalement aussi qu'on met à disposition. Et l'enjeu pour nous, c'est d'arriver justement à créer un catalogue de données territoriales qui permettent justement, donc on a travaillé sur des fiches, les fiches de données, on rencontre les producteurs, on a toute une méthodologie. Alors là, on est accompagné par un autre cabinet qui est 1618 Consulting, travaille avec nous sur la partie stratégie. Donc c'est un écosystème, tout un tas de partenaires. Je ne vais pas faire la pub de chacun, mais voilà, qui nous permet de travailler justement sur ce catalogue de données territoriales et parce que c'est la première étape, on ne peut pas créer des usages, même de nouveaux usages, on sait quels usages on va développer, mais on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas ce catalogue-là. Voilà. Et est-ce que les promoteurs, comment vous placez les promoteurs privés du coup qui, par leur choix aussi, influencent effectivement à la fois le cadre de construction, mais aussi demain la production de données qui transitera par ces bâtiments. Comment vous vous placez par rapport à eux? On a fait déjà 2 ateliers organisés par Tipeee, Tipeee donc, qui est notre cluster, qui en gros, on a fait venir effectivement des aménageurs, même des agences immobilières, on avait même Enedis, c'est des groupes de travail. Alors, il y avait plusieurs sous-groupes, mais en gros, il y a un groupe de travail un peu unique avec des thématiques développées qui nous permettent en fait vraiment déjà de présenter un petit peu le projet. Alors, pas de manière aussi complète que je vous fais, parce que tout le monde n'a pas, c'est une démarche qui a été progressive et itérative, de faire comprendre déjà le projet de territoire, de faire adhérer justement aussi ces acteurs-là sur le projet de territoire. Donc alors là, on a été accompagné sur ces animations d'ateliers par une société qui s'appelle Ifray, qui est un spécialiste de l'animation et quelque part du co-développement, parce qu'on est sur des techniques aussi d'animation un peu particulières qui fait qu'on ne parle pas tout de suite de data, quoi. Si on parle tout de suite de données, là, on perd tout le monde et c'est fini. Donc, on était sur une démarche effectivement progressive de sensibilisation et de porter à connaissance du projet de territoire, d'arriver effectivement ensuite sur les usages numériques que chacun peut avoir. Et dans les ateliers qu'on développe, c'est d'arriver maintenant à parler davantage de données. Faut bien voir que nous, on a un planning en fait
de plateforme de mise en place des logiciels. Et on a un planning en parallèle de ce qu'on appelait de get data, pour obtenir les données qui sont utiles en fait au cas d'usage et au développement qu'on a implémenté. Et donc, à peu près 6 mois avant la mise en place du développement, on commence à travailler à la collecte de données auprès des acteurs. Et donc, comme l'un de nos premiers cas d'usage, c'est le cas d'usage autour des bâtiments, et ben, on a réuni effectivement ces acteurs autour du bâtiment pour définir avec eux les besoins du cas d'usage, voilà, et petit à petit les amener. C'est un peu, voilà, si on parle tout de suite de données, on les perd. Donc, d'abord de parler de la stratégie, de leurs objectifs, de leurs intérêts, de leurs besoins. Et puis ensuite, d'arriver petit à petit à travailler sur les données qui sont utiles pour ça. Et on a des données qui sont utiles chez les aménageurs, des données qui sont utiles chez les offices publics d'HLM, on a des données qui sont utiles. Voilà, donc, et c'est comme ça, effectivement, qu'on a construit la démarche. Voilà. Ok, super. Alors, il y a peut-être d'autres questions aussi, Alain. Je te laisse peut-être… Absolument. Je vous invite chacun et chacune qui est connecté à cette visio à poser des questions. Moi, j'en ai une, si tu permets, Gwenaëlle, qui est générique. On voit que c'est un projet très ambitieux, très innovant aussi. On commence très, très bien cette série des grands entretiens. On voit que le numérique est au cœur de cette transformation des territoires. Moi, j'ai une question de chronologie, de timing. Peut-être l'avez-vous dit, David, mais c'est quoi l'horizon de votre projet? Ça a démarré quand? Son cycle de déploiement, c'est sur combien d'années? Enfin, voilà. Ouais, pour reprendre vraiment le tout début, où j'ai sans doute pas été précis, je n'ai pas évoqué le sujet, mais le dossier, qui était vraiment le catalyseur, quelque part, de toutes les énergies du territoire, privé, public, sur cette fameuse cible, la neutralité carbone à l'horizon 2040. Ce dossier-là, il a été conçu en fait en 2017-2018. Voilà. Le projet de territoire, la première pierre, les fondations, si on prend la métaphore du bâtiment, voilà, elles ont été posées effectivement sur cette période-là. On a ensuite passé les années 2019, l'année 2019 en fait a cadré le projet, notamment avec la Banque des Territoires, parce qu'on a été lauréat de l'appel à projet. Donc il y a eu effectivement une phase d'instruction, d'analyse, de cadrage financier, de cadrage administratif, des conventions, des accords de consortium à monter, et ça c'est assez chronophage. Et réellement le projet il est parti à partir de 2020. Voilà, donc 2020, on a lancé en fait la rédaction en fait du cahier des charges de la plateforme, les premiers ateliers de co-construction avec les différentes parties prenantes que j'ai évoquées régulièrement, les différents axes du projet, nos ateliers même thématiques. On avait commencé avec aussi les acteurs du bâtiment, les premiers ateliers de sensibilisation à ce moment-là. Donc c'est en 2020, effectivement, on a commencé à formaliser le cahier des charges. On a lancé notre consultation dans la foulée. Et donc, la notification a eu lieu du marché. C'est des marchés assez longs. Pour le coup, on est assez contraint dans les collectivités aussi par des formes de marché. Et c'est normal pour assurer la transparence et l'égalité de traitement des candidats. On a décidé d'avoir aussi une phase de négociation assez importante sur un marché. En gros, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais le marché de la plateforme de données, ça va être un marché sur 6 ans. C'est un marché sur 6 ans. Donc, on a une dérogation, parce que normalement, un marché, c'est un peu plus court. Donc, voilà, vu l'objet du marché, de l'innovation et de l'ampleur, c'est un marché sur 6 ans. Et donc, c'est un marché de plus de 3 millions d'euros aujourd'hui. Uniquement la partie plateforme, ce qui est une action. Voilà, je ne parle pas de la partie gouvernance, je ne parle pas de la partie mec responsable, il y a encore d'autres actions dans notre axe, mais vraiment que la partie plateforme, c'est 3 millions d'euros. On a notifié l'année dernière, on a commencé à cadrer en fait le projet avec les différents acteurs, et donc on doit livrer un premier prototype, un MVP sur le cas d'usage bâtiment là en fin d'année, et un MVP également sur la partie pilotage par les indicateurs également en fin d'année. Et donc on a ordonnancé ensuite prioriser les différents cas d'usage sur la durée de vie du projet qui va durer 6 ans jusqu'en 2027. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. Donc, on voit qu'effectivement, c'est un engagement sur le long terme, 2017-2027, une décennie de l'idée à sa transformation complète, sa mise en œuvre sur le territoire. Voilà. C'est ça. On pense que la plateforme aura à peu près 80% de ses fonctionnalités à partir de fin 2023. Fin 2023, parce qu'en gros, les premiers cas d'usage qu'on traite permettent de livrer la plupart des fonctionnalités qui sont attendues. Et après, c'est de l'instanciation de nouveaux cas d'usage dans les fonctionnalités existantes de la plateforme. Très bien.
Ben, merci beaucoup. Je vois qu'il est 10h30. C'est pas qu'on veut couper, mais souvent les visios s'enchaînent et on essaie de respecter notre timing. En tout cas, merci beaucoup, David. Je lance un dernier appel. Si quelqu'un veut poser une question, c'est maintenant ou jamais. Pas de questions a priori. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'était tout à fait passionnant. Moi, j'ai trouvé ça très, très complet. Vous devez être peu nombreux à avoir une démarche aussi complète sur le numérique. Donc, on est ravis que vous l'ayez partagé avec nous. On vous souhaite tout le succès sur le projet et Gwenaël nous tiendra informés puisque Gwenaël, donc, tu es partie prenante dans une des équipes. Donc, c'est très bien. Et Oui, si vous en êtes d'accord, David, je suis sûr qu'on sera amené à vous réinviter pour prendre des nouvelles de votre projet. Et en tout cas, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir été notre premier grand témoin ce matin pour les Merci entretiens. à vous. Je souhaite d'excellents travaux dans le cadre de la commission, puis au plaisir de se retrouver. Je sais que voilà, on maintient le contact, notamment avec Gwenaël. Très bien. Merci, ok. David. Merci David, merci à tous. Merci, Merci à vous. Gwenaël, et merci à toutes et à tous. Et rendez-vous donc le mois prochain, ce sera le mercredi 9 février, avec comme grand témoin Jean-Baptiste Ray, le directeur général adjoint de EPA Marne. Donc même format, même heure, et ce sera dans un mois. Merci et bonne journée.